À un moment donné, je suis tombé sur le dossier. Et en lisant le dossier, ça te prend là. Tu, tu es obligé, en tant que le métier qu'on fait, tu es obligé d'essayer de dire la vérité parce qu'il y a tellement de choses racontées, n'importe quoi à droite et à gauche. Et il y a un problème dans notre pays, et même en Europe et ailleurs. Et à travers ce livre, qui est une espèce de vitrine du terrorisme nouveau, tu poses un problème. Et mon éditeur m'a dit, au hasard, comme ça, il me raccompagnait un jour, il m'a dit, tu sais Alex, je ne me suis jamais autant investi et pour la première fois en 20 ans, j'ai l'impression de servir à quelque chose. Bon, moi, ça m'a touché. Oui, à un moment donné, il faut se prendre ses petits pieds et aller à Toulouse, aller aux Isards, aller au Mirail, aller à la synagogue, aller dans des villes que je ne peux pas citer parce qu'il est caché, aller voir le frère de Mera du côté de Marseille. Alors tu te retrouves à des gares routières, il vient te rencontrer. Enfin, oui, il y a beaucoup de personnages. Tu te retrouves à rencontrer des Américains qui l'ont interrogé, à parler au service pakistanais. J'en ai même parlé au patron des services libyens, en relation avec ce qu'on appelle islamo-gangstérisme, parce que le financement, d'ailleurs Koulibaly le dit très bien au cours d'une de ses auditions, les islamistes, c'est comme les FARC, c'est du grand banditisme de l'islam. Quand tu écris un livre comme ça, tu tombes sur des éléments qui élargissent le tableau. Alors, s'il s'agit de financement de l'islamisme global, effectivement, il y a cette route de drogue qui passe par le Sahel, via la Mauritanie, Maroc, ça remonte en Espagne, après les événements de Libye, les Libyens sont emparés d'une partie du marché de drogue et des armes. Il y a eu un surplus d'armes, c'est comme un peu le syndrome de la Bosnie et de la Yougoslavie. Et la route continue vers Port Saïd, les Balkans, et revient en Europe comme ça. Ouais, effectivement, c'est un des moyens de financer toutes ces milices et tous ceux qui sont affiliés à l'ACMI, et à des organisations similaires. En fait, tu écoutes les éducateurs qui l'ont côtoyé, qui sont par ailleurs des gens extraordinairement dédiés. Jusqu'à la dernière seconde, ils ont toujours essayé de le réinscrire à l'école, etc. Et ils te disent tous que assez vite, ils savent à peu près avec comment ça va se terminer. Et il y en a beaucoup. Il y a Mera, mais il n'est pas tout seul. Hein. Il y a une partie de la jeunesse de ce pays qui rejette la France. Mais il faut savoir aussi que la France les a aussi rejetés. Donc c'est à double sens. La République est là, mais tu sais, quand tu viens des Isards, si tu veux trouver du travail, déjà le fait d'habiter aux Isards, tu pars avec un handicap majeur. C'est payé comme ça, même moi, euh, aux yeux verts, blancs, moi, à la mairie du 11e, j'ai été renouveler mon passeport, on m'a dit, avec un nom comme ça va être difficile, renouveler le passeport. Ça, payé comme ça. Il y a il y a des éléments, il faut du cocktail, qu'il faut des ingrédients dont il faut se rendre compte. Et effectivement, cette jeunesse a du mal à faire partie de la société. Et donc il y a un phénomène de réaction qu'il trouve dans la religion. C'est très facile et
les prédateurs récupèrent toute cette masse de mômes qui sont exclus. Les défaillances des services, la liste est trop longue. Il y a plusieurs services. Il y a la SDAT, la DGSI, anciennement la DCRI, la gendarmerie, la police judiciaire. Enfin, il y a plusieurs services à tous les niveaux. Il y a eu des défaillances. Il faut absolument que les gens comprennent une chose et remettent les choses dans leur contexte. La police, en particulier la DCRI de Toulouse, la DRRI, a extrêmement bien fait son travail. Et pourtant, ils ne sont pas nombreux, ils sont 9. Pas pour surveiller des centaines d'islamistes à Toulouse. Enfin, c'est pas beaucoup. Plus les Basques, plus ceci, plus cela. Enfin bon. Et ils ont fait leur travail jusqu'à la dernière minute. Et c'est en haut de l'appareil policier, là où on donne le ton. C'est souvent là que ça pêche. Bon, il y a des défaillances techniques, hein. Par exemple, il est rentré et sorti de chez lui alors qu'il est encerclé par 86 policiers, 86 avec plusieurs cercles de surveillance, 2 caméras, une devant, une derrière. Bon, voilà, ça arrive, on ne va pas leur jeter la pierre, mais il y en a d'autres. Par exemple, quand il assassine le premier militaire, il tire 2 balles, et alors, moi j'ai vu les vidéos, et comme il filme droit devant lui, on voit la voiture de gendarmerie passer, et le gendarme, le bras accoudé à la fenêtre, regardait en sa direction, et il demande, attends, c'est 2 coups de feu, et il y a des choses comme ça que tu ne comprends pas. Enfin, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand le patron de la DRRI de Toulouse insiste auprès des magistrats, pendant les moments de crise, après les meurtres de militaires, et il leur dit, moi, je pourrais peut-être vous aider, nous on connaît ces milieux, on sait, et il l'envoie chier, hein, pour parler crûment, il l'envoie chier, il ne s'intéresse pas, et bien plus tard, même Bernard Squarcini l'admet, effectivement, dès que les Toulousains ont vu les vidéos du tueur au scooter, rien qu'à sa démarche, ils savaient qui c'était. Et ils ont vu la vidéo quelques heures après les meurtres de Ozar Tora. Ils l'auraient vu un petit peu avant. Ils auraient pu éviter l'assassinat de petits-enfants, avec une balle dans la tête. Enfin bon, voilà. Et ça, c'est l'appareil administratif qui... Bon, ils ont essayé de corriger. Alors, ils ont Patrick Calvar, le nouveau patron de la DGSI, il me l'explique. Ils ont essayé qu'il y ait une meilleure coordination entre Paris et la province. Bon, et puis, il y a un autre problème majeur, absolument majeur. Ils ont une méconnaissance absolue de l'islam radical, et ils me le disent, et en plus, nous sommes dans un ton de politiquement correct. On a du mal à se dire les choses comme elles sont, puisqu'on est vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent, les politiques, les collègues, etc. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas mettre les cartes sur la table. Donc il y a ce côté-là, personne ne le prend en compte. Il y a un autre côté, c'est la fréquence des élections. Ils me le disent, à chaque fois qu'il y a une élection, on prend, je cite, 4 mois dans la gueule, le temps que les nouvelles équipes se mettent en place. Il ne se passe rien, alors qu'on n'a pas le temps, nous, de 4 mois de rien. Alors, c'est un problème, c'est vaste. Et alors, donc, pour en revenir aux défaillances, oui, la liste est trop longue, dans ce cas précis. Mais la liste est trop longue avec les Kouachi, la liste est trop longue avec Glam et Villejuif, la liste est... je sais pas moi, enfin, tu vois, il y a des aberrations. Ils mettent les parents des Kouachi sous écoute. Ils se rendent compte au bout de 3 jours que les parents sont morts depuis 20 ans. Alors bon, tu dis,
à un moment donné, je dis, oui, il y a des défaillances, il y en a plein, c'est vrai. Ils savent qu'il y a une très grande chance qu'ils soient écoutés ou qu'ils soient surveillés. Donc il y a une variété de techniques qu'ils emploient pour brouiller les pistes. Le téléphone en étant une. Ma mère n'avait pas de téléphone attitré. Il avait, tous les téléphones étaient au nom de sa sœur, sa mère ou quelqu'un d'autre. Ou des fois il empruntait le téléphone d'un copain pour passer un coup de fil. Ou des fois, souvent tu le vois dans la procédure, tous les personnages de la mouvance de Toulouse changent de puce, se repassent la puce de la femme, de l'ami. Et donc après, le travail devient compliqué, puisque après, quand les policiers ont les fadettes, ils recoupent ça par groupe d'amis. On voit que quand la puce a changé de boîtier, et un groupe de personnes est appelé. Quand, quand on voit un autre groupe apparaître. Donc on sait qu'à chaque fois que la puce a changé de main, et on identifie les groupes, et donc on arrive à identifier celui qui l'utilise. C'est très... Et une fois de plus, ils font très 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 bien leur travail. Un exemple parfait, Mera, à un moment donné, vend une voiture, juste avant de partir au Pakistan. Et l'acheteur ne veut pas être payé en liquide, puisque bon, eux, ils ne veulent pas laisser de traces. Donc finalement, Mera accepte de prendre un chèque. Alors il le met au nom de sa sœur, il donne un numéro de contact, et c'est à ce moment-là, il est surveillé. Donc les Toulousains regardent ce numéro, ils ne laissent rien passer. Et ils voient que ce numéro appelle l'ambassade du Pakistan. Et là, ça s'allume tout de suite. Ils savent il va peut-être partir. Ils sont déjà au courant avant qu'il ne parte. Ils font leur travail très très bien. Et à un moment donné, quelqu'un à Paris, suite à des auditions, décide qu'il faut arrêter les surveillances, qu'en fait, c'est plutôt un garçon sympa qui était en vacances au Pakistan, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Voilà, bon voilà, c'est une... Mais à Toulouse, le travail a été bien fait, mais c'est une fois de plus une manière de brouiller les pistes. Et c'est le numéro de ma sœur, et puis je veux pas de chèque. Et tu regardes les relevés bancaires, il n'y a pas. Alors là, en plus, je vais te dire ça à toi, ce qui n'est pas dans le livre, il y a des rentrées régulières d'argent. On ne peut pas voyager comme ça avec un sac à dos, 14 pays en 4 mois. Non, même au RSA, t'as du mal à aller à Auchan, t'acheter à manger. Il n'y a jamais de frais il va jamais faire les courses, il s'achète jamais de vêtements. On voit pas. Son compte bancaire n'est jamais utilisé pour. Il n'y a pas de facture EDF, il n'y a rien. Il n'y a pas de téléphonie mobile, il n'y a rien. On se demande. En fait, il y a plusieurs rentrées régulières d'argent, notamment une agence de voyage qu'ils gèrent à plusieurs. Ils font partir des gens dans les écoles coraniques en Mauritanie ou au Caire. Eux-mêmes voyagent, tu vois des aberrations. Un de ses amis proches, ils disent tous qu'ils ne le connaissent pas, hein, achète des billets Cali, Colombie, Toulouse, des allées simples. Pour lui, sa femme, ses 2 enfants. Tu te demandes ce que font ces gens dans le fief de Pablo Escobar. Et donc il y a plein de rentrées d'argent comme ça. Tout est camouflé. Que ce soit les voyages, on achète des billets, on les utilise pas, on se fait rembourser. C'est sans arrêt, on change de puce, on dépose 700 € le lendemain, on retire 760. Tout est fait dans une mécanique pour brouiller les pistes. À chaque étape, à chaque jour, c'est gravé dans l'esprit. Il faut fonctionner comme ça pour éviter de se faire repérer. C'est fascinant. C'est un thriller. Quand tu découvres, quand tu avances dans la technique qu'ils utilisent, dans la rhétorique, dans les réponses qu'ils donnent à la police, c'est fascinant. Ah, moi, tu vois, c'est les isards qui appellent. Vas-y, on prend.
Allô? Oui, Alex, ça va? Oui, 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 t'as vu le reportage hier alors? oui. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce C'est pas. Comment? vas-y, alors je vais pas dire ton nom parce que je suis en train de me faire interviewer, mais Ok, pas de souci. qu'est-ce qu'il y a des nouvelles? Oui, oui, Mais bien tu es au sûr, courant de ce reportage? bien sûr. Ah, d'accord, je croyais que tu n'étais pas au courant, c'est pour ça que je t'ai dit d'aller voir sur complément d'enquête. Donc, alors aux Isards, il y a toujours des arrestations depuis. Comment ça se passe? Mais hier, il y en a eu un qui s'est pas arrêté, le Rafik, pour Ouais, trafic de stupéfiants. Du ouais. coup, voilà. C'était sur le Nibourg, je pense, à mon avis. Et Et près de Skmarkadal, 2 heures deux auditions. certes, ouais, 2 heures d'audition où il y a la police Bah, à l'embouchure, le grand commissariat. au grand. Ah, au grand commissariat de l'embouchure, c'est là qu'ils les amènent. Oh là là. Voilà, oui. Donc Et en plus, c'est la sécu, c'est eux qui gèrent tout, on va dire. ouais, ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, tiens-moi au courant, je vais terminer ce que je suis en train de faire et je vais te rappeler. Tu t'es interviewé pourquoi? J'ai pas Et écouté. je vais te rappeler. Ça sera mieux, ça sera plus. Ok, Ça. ok, parfait, Ciao. d'accord. Allez. Voilà. Et ben voilà, c'est. Alors, ce qui est. Les Isards, c'est difficile d'accès. Et la police a du mal. Enfin, quand tu es de la police nationale, infiltrer l'islamiste aux Isards, c'est très compliqué. Et la meilleure façon, pour moi, c'est les femmes. Les femmes, c'est génial. Elles savent tout. C'est comme ça que tu as une meilleure lecture de ce qui se passe dans ces quartiers. Elles sont maltraitées, non? Ou je me fais une idée? Non, Pas bon, plus bon. qu'ailleurs? Non, non, elles sont, voilà, il y en a, je sais pas, tu sais, si tu es la femme de Yacine Chawat, oui, tu es maltraité, il y en a, oui, puis il y en a d'autres qui sont, elles sont dures, hein, les filles des quartiers, elles se laissent pas marcher sur les pieds, hein. Alors, celle qui vient de m'appeler, c'est quand même incroyable, son mari euh, a retrouvé calciné dans une voiture en Espagne. Son fils lui a essayé de lui mettre des gifles parce qu'il voulait qu'elle se voile. Il est parti en Afghanistan et non pas en Syrie il y a 3 mois. Bah, quand tu as déjà la vie de cette femme, bon, elles sont en béton. Voilà, Ouais. Tu les as approchées facilement? non, C'est elle qui te. mais non, non, c'est à un moment donné, il se passe un côté humain. Elles comprennent, elles, elles, elles te voient, elles t'évaluent, et si elles veulent, elles te laissent rentrer dans ce monde-là. Ouais, mais en théorie, beaucoup n'ont pas eu de chance. Beaucoup partent avec du retard. Euh, euh, Regarde, tu prends un exemple, quelqu'un qui a commencé ici, Jamel. Tu sais, quand tu pars de Trappes avec un bras en moins, Paris, c'est très loin. Tant que tu arrives dans ce monde-là, c'est très, 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 très loin. T'as pas les mêmes chances que, je sais pas moi, Laura Smet. Voilà. Ouais, ben, ça t'empêche pas de te conduire correctement. Oui, il y a un concours de circonstances, puis il y a un talent chez lui qui est, bon, hors norme. Oui, il part avec plein partent avec des tours de retard. Ça ne t'empêche pas de te conduire correctement. Je suis désolé, j'en aurai jamais de compassion pour Mohamed Merah. Écoute, un très très haut gradé de la DGSI m'a appelé, m'a dit j'ai lu. C'est pas terrible. Il m'a dit, je cite, j'ouvre les guillemets. C'est pas terrible pour nous, mais tu as été propre. Ça me touche beaucoup plus que des journalistes toulousains, dont un Escarnotte,
travaille pour Libération, qui est parti en Syrie avec Sabri Essid et toute la bande de Mera. Ça fait 10 ans qu'il les connaît, qu'il connaît les policiers. Il m'a dit, moi j'ai appris des choses. Moi, voilà, donc ça me rassure dans le fait que j'ai bien fait mon travail. Ah oui, ça on peut le dire. Des choses comme ça. Bah, merci beaucoup. Voilà. Super.